Cette enveloppe finirait par arriver, Emma le savait. Elle l'avait senti venir comme on sent l'orage avant qu'il n'éclate. Ce mardi matin, en relevant le courrier, ses doigts s'arrêtèrent sur ce papier crème, épais et luxueux, le genre d'enveloppe qui n'apporte jamais de bonnes nouvelles quand on s'appelle Emma Blanchard. Sans l'ouvrir, elle la posa sur la table de la cuisine. Pendant 3 jours, l'enveloppe resta là, entre la corbeille de fruits et le pot de confiture. Le matin, café à la main, elle la fixait en silence. Le soir, Thomas rentrait, observait l'enveloppe puis sa femme, et ne disait rien, car 8 années de mariage lui avaient appris à reconnaître les tempêtes qu'elle devait affronter seule d'abord. Ce vendredi soir, la garde à l'EHPAD des Glycines s'était terminée tard. La pluie battait les vitres du petit appartement de Montreuil, tandis que le chat roux somnolait sur le radiateur. Une tisane chaude attendait sur la table. Thomas l'avait préparée avant de ressortir. Et à côté, l'enveloppe n'avait toujours pas bougé. Ses mains étaient calmes maintenant. Alors elle s'assit, inspira lentement et déchira enfin le rabat. Un carton d'invitation. Audrey Blanchard et Hugo Martignac annoncèrent leur mariage au domaine de Chambord-les-Vignes dans 3 semaines. Sa demi-sœur se mariait, et quelqu'un avait jugé utile de l'en informer. Un mot manuscrit glissa du carton, avec l'écriture de son père, ces lettres sèches et inclinées qui n'avaient jamais eu la moindre chaleur. « Ta présence est attendue. Viens correctement habillé pour une fois. » 7 ans. 7 ans de silence sans un appel, ni une lettre, ni un signe. Et voilà comment il choisissait de le briser. Cette boule familière se forma dans sa gorge. Pas de la colère, non. Quelque chose de plus ancien. Une blessure d'enfance qui saignait encore parfois sans prévenir. Jeter cette invitation, déchirer ce mot cruel et passer à autre chose, c'était la décision sensée, la seule vraiment raisonnable. Mais il y avait Madeleine, sa grand-mère de 87 ans. Cette voix douce au téléphone chaque dimanche matin, même quand plus personne d'autre ne pensait à elle. Ses mains ridées qui sentaient la lavande, ses bras qui l'avaient consolée tant de fois quand son père regardait à travers elle, comme si elle n'existait pas. Le cœur de Madeleine fatiguait, et cette invitation était peut-être la dernière chance de la serrer contre elle une fois encore. Des pas résonnèrent dans l'entrée, puis Thomas apparut à la porte, vit le carton et le mot froissé, et comprit sans qu'elle ait besoin de prononcer un seul mot. « N'y va pas, ces gens ne méritent pas ta présence. »« Je sais bien. Alors pourquoi j'ai l'impression que ta décision est déjà prise ?» Elle leva les yeux vers lui, cet homme qui parlait peu mais voyait tout, dont elle ignorait encore tant de choses après 8 ans passés ensemble. Ces zones d'ombre dans son passé, ces nuits où elle le surprenait à fixer l'horizon comme s'il portait des secrets trop lourds pour être partagés avec quiconque. Madeleine sera là, et c'est peut-être la dernière fois que je pourrai la voir. Il vint s'asseoir près d'elle, et sa main trouva la sienne avec cette douceur qui n'appartenait qu'à lui. Ses doigts étaient encore froids de la pluie du dehors, mais leur simple présence réchauffait tout. Alors j'irai avec toi, quoi qu'il arrive là-bas. La veille du mariage, le sommeil refusait de venir. En fouillant dans un vieux carton pour trouver ses chaussures, ses doigts rencontrèrent un quelque chose de rigide, une vieille photographie qu'elle avait oubliée depuis des années. La lune filtrait doucement à travers la fenêtre, juste assez pour distinguer l'image qui s'offrait à elle. Une petite fille aux couettes blondes, 6 ans à peine, qui tenait la main d'un homme jeune et riait aux éclats, tandis que derrière eux un manège de foire illuminait la nuit d'été. La foire de Chartres, une barbe à papa qui fondait sur la langue, et les bras forts de son père qui la soulevait vers le ciel en riant avec elle. C'était avant le divorce, avant Véronique et sa nouvelle famille parfaite, avant qu'il décide un jour qu'Emma n'avait plus aucune place dans son cœur. Dans le noir, assise par terre, la photo tremblait entre ses doigts, quand Thomas s'agenouilla près d'elle, en gardant le silence. Il m'aimait, Thomas. Sur cette photo, il m'aimait vraiment. Alors qu'est-ce qui s'est brisé, et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ses bras l'enveloppèrent avec tendresse, longtemps, sans chercher une réponse qu'il n'avait pas. Tu n'as rien fait. Tu n'as jamais rien fait de mal. La photo rejoignit le tiroir de la table de nuit où elle resterait cachée. Demain viendrait ce père qui l'avait abandonnée, cette sœur qui avait pris sa place, ce monde de luxe où elle n'avait jamais été la bienvenue. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que quelqu'un d'autre l'attendait dans ce domaine. Quelqu'un qui reconnaîtrait Thomas au premier regard
et dont la réaction allait tout changer. La route serpentait entre les vignes dorées par l'automne, et à mesure que la vieille Clio avalait les kilomètres, Emma sentait son estomac se nouer davantage. Thomas conduisait en silence, ses yeux fixés sur l'asphalte, mais elle percevait la tension dans ses épaules et la façon dont ses mains serraient le volant un peu trop fort. Le GPS annonça l'arrivée dans 500 mètres, et soudain, le domaine de Chambord-les-Vignes apparut derrière une rangée de peupliers centenaires. Emma retint son souffle malgré elle. Un château. Pas une simple salle de réception, un véritable château de pierre blanche avec des tourelles élancées et des jardins à la française qui s'étendaient à perte de vue. Des dizaines de voitures luxueuses étaient alignées sur le parking, des berlines allemandes aux carrosseries impeccables, et leur petite Clio bleue avec sa carrosserie fatiguée semblait s'excuser d'exister parmi elles. « On peut encore faire demi-tour », murmura Thomas en coupant le moteur. Emma posa sa main sur la sienne et la serra doucement. « Madeleine m'attend. Je ne peux pas lui faire ça. » Le voiturier s'approcha avec un sourire professionnel qui vacilla légèrement en découvrant leur véhicule, mais il prit les clés sans commentaire et s'éloigna rapidement. Emma lissa sa robe bleu marine, celle des soldes, celle qui soudain lui paraissait terriblement modeste au milieu de tant d'élégance ostentatoire. Ils gravirent les marches du perron et pénétrèrent dans un hall immense, où résonnaient des rires et le tintement des coupes de champagne. Partout, des femmes en robe de créateur et des hommes en costumes parfaitement taillés conversaient avec cette aisance des gens qui n'ont jamais eu à compter leur fin de mois. Emma cherchait Madeleine du regard quand une voix familière la fit se retourner. « Eh bien, tu as finalement trouvé le chemin. C'est une surprise. » Son père se tenait devant elle, bronzé et rajeuni, un verre de champagne à la main. À son bras, Véronique arborait un sourire aussi faux que ses pommettes liftées. Gérard détailla la robe d'Emma de haut en bas, avec une moue à peine dissimulée. J'avais pourtant précisé de venir correctement habillée. La gorge d'Emma se serra, mais avant qu'elle puisse répondre, une main fragile se posa sur son bras. « Ma petite Emma, tu es venue. Madeleine. » Sa grand-mère se tenait là, amaigrie et pâle, mais ses yeux brillaient d'une joie sincère. Emma l'enlaça avec précaution, sentant sous ses doigts la fragilité de ce corps qui avait autrefois été si robuste. Le parfum de lavande l'enveloppa comme une couverture familière, et pendant un instant, plus rien d'autre n'existait. « Tu es magnifique dans cette robe, ma chérie », souffla Madeleine à son oreille, et ces simples mots effacèrent toutes les remarques cruelles de Gérard. Véronique toussa avec impatience, et la bulle éclata. « Madeleine, vous devriez vous asseoir. Le médecin a dit que vous deviez vous ménager. » Ce n'était pas de l'inquiétude dans sa voix, juste de l'agacement. Emma guida sa grand-mère vers une chaise à l'écart, heureuse de s'éloigner de son père et de sa femme. Thomas les suivit en silence, toujours vigilant. « Ton mari est bien silencieux », observa Madeleine avec un sourire malicieux. « Mais il a des yeux qui voient beaucoup de choses. Je me trompe ?» Thomas esquissa un sourire, le premier depuis leur arrivée. « Vous êtes perspicace, madame. Appelle-moi Madeleine, et dis-moi plutôt ce qui te préoccupe depuis que vous êtes entrée dans ce château. » Emma vit Thomas hésiter, son regard balayant la salle comme s'il cherchait quelqu'un, ou comme s'il espérait ne pas trouver quelqu'un. Cette tension qu'elle avait perçue dans la voiture n'avait fait que s'amplifier depuis qu'ils avaient franchi le seuil du domaine. Ce n'est rien, juste un peu impressionnée par tout ce faste. Madeleine hocha la tête, mais son regard disait qu'elle n'était pas dupe. La mariée fit son apparition à ce moment, et tous les regards convergèrent vers elle. Audrey resplendissait dans une robe de dentelle qui avait dû coûter le salaire annuel d'Emma. Elle traversa la salle au bras de son futur époux, saluant les invités avec grâce, jusqu'à ce qu'elle passe devant Emma sans même lui accorder un regard, comme si elle n'existait pas. « Ne fais pas attention », murmura Madeleine en serrant sa main. « Ta valeur ne dépend pas de leur reconnaissance. » Emma acquiesça, mais la douleur était là, sourde et familière. Elle avait espéré, stupidement peut-être, qu'Audrey serait différente de leur père. Un homme imposant s'approcha du petit groupe, interrompant ses pensées. La cinquantaine distinguée, costume sur mesure, montre qui brillait à son poignet. Philippe Martignac, le père du marié. « Vous devez être de la famille de la mariée », dit-il avec un sourire commercial en tendant la main vers Emma. Puis son regard glissa vers Thomas,
et tout changea. Son visage se figea, la main tendue retomba, et une pâleur soudaine envahit ses traits bronzés. Emma le vit reculer d'un pas, comme s'il venait de voir un fantôme. « Vous, ce n'est pas possible, » balbutia-t-il. Et pour la première fois de la journée, Thomas soutint un regard sans ciller. Philippe Martignac resta figé quelques secondes, puis se ressaisit avec l'habileté d'un homme habitué à masquer ses émotions. Il marmonna une excuse incompréhensible et s'éloigna rapidement vers un groupe d'invités à l'autre bout de la salle. Mais Emma avait vu la peur dans ses yeux. « Thomas, qu'est-ce qui vient de se passer ?» Son mari secoua la tête sans la regarder. « Rien d'important, une confusion sans doute. » Mais sa mâchoire était crispée, et Emma connaissait suffisamment cet homme pour savoir qu'il mentait. Elle voulut insister, mais Madeleine posa une main apaisante sur son bras. « Plus tard, ma chérie. Ce n'est ni le lieu ni le moment. » La cérémonie se déroula dans les jardins du domaine, sous une tonnelle de roses blanches qui embaumait l'air tiède de cette fin d'après-midi. Emma observa sa demi-sœur prononcer ses vœux avec une voix claire et assurée, et ressentit un mélange étrange de tristesse et de détachement. Cette femme qui portait le même sang qu'elle lui était devenue une parfaite étrangère. Après l'échange des alliances, les invités se dispersèrent autour de la grande fontaine baroque qui trônait au centre des jardins. Le vin d'honneur commença dans une atmosphère de gaieté factice, et Emma chercha un coin tranquille à l'écart de la foule. Thomas était parti chercher de l'eau pour Madeleine, la laissant seule quelques instants. Ce fut le moment que choisit son père pour s'approcher. Gérard était entouré de 3 hommes en costume, des associés ou des amis. Emma ne savait pas et s'en moquait. L'alcool avait rougi ses joues et délié sa langue, cette combinaison qui n'annonçait jamais rien de bon. « Messieurs, permettez-moi de vous présenter ma fille aînée, » lança-t-il d'une voix assez forte pour attirer l'attention des invités alentour. Celle qui a choisi la vie modeste, aide-soignante dans une maison de retraite, vous imaginez le prestige. Les hommes ricanèrent poliment, et Emma sentit le rouge lui monter aux joues. « Père, je ne crois pas que ce soit... » « Regarde autour de toi, Emma, » continua-t-il en écartant les bras pour englober le domaine entier. « Regarde ce que la réussite permet d'accomplir. Regarde ce mariage somptueux et ces gens admirables. » Il s'approcha d'elle, et l'odeur du champagne lui parvint, écœurante. « On vous a invité pour que vous voyiez le vrai luxe, toi et ton photographe de mari. Pour que vous compreniez enfin ce que vous n'aurez jamais. » Les mots la frappèrent comme des gifles, mais avant qu'elle puisse répondre, elle sentit 2 mains s'abattre sur ses épaules et la pousser violemment en arrière. L'eau glacée de la fontaine l'engloutit tout entière. Le choc du froid coupa sa respiration, et pendant une seconde interminable, elle ne vit que des bulles et de la lumière trouble. Puis, elle émergea en suffoquant, sa robe bleue collée à sa peau, ses cheveux dégoulinant sur son visage. Les rires explosèrent autour d'elle. Des dizaines de visages hilars tournoyaient au bord de la fontaine. Des téléphones se levaient pour capturer sa honte, et au milieu de ce cauchemar, son père riait le plus fort de tous. Voilà qui rafraîchit les idées, n'est-ce pas? Emma chercha Thomas du regard à travers ses larmes et l'eau qui brouillait sa vision. Elle le vit arriver en courant, bousculant les invités sur son passage, son visage déformé par la fureur. Mais quelqu'un d'autre avait cessé de rire. Philippe Martignac fixait Thomas avec une expression de pure terreur, et soudain sa voix s'éleva au-dessus du tumulte. « Attendez, cet homme, je le connais, c'est Thomas Verdier, le journaliste. » Le silence tomba comme un couperet. Emma, toujours dans l'eau glacée, vit les regards se tourner vers son mari, puis vers Martignac, dont le visage avait perdu toute couleur. « Papa, qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Hugo en s'approchant de son père. Mais Martignac ne répondait pas. Ses yeux restaient rivés sur Thomas avec l'expression d'un homme qui voit son passé revenir le hanter. Emma se redressa lentement dans la fontaine, l'eau ruisselant de sa robe, et quelque chose changea en elle. La honte reflua, remplacée par une force qu'elle ne se connaissait pas. « Puisque tout le monde veut savoir qui nous sommes vraiment, » dit-elle d'une voix calme qui porta dans le silence. « Peut-être qu'il est temps de le leur montrer. » Le silence qui régnait sur les jardins du domaine était si épais qu'on aurait pu entendre les pétales de rose tomber. Emma se tenait toujours dans la fontaine, trempée jusqu'aux os, mais quelque chose avait changé dans son regard. Une détermination nouvelle y brillait, forgée par des années de blessures tues.
Thomas s'avança vers elle et lui tendit la main pour l'aider à sortir de l'eau. Ses doigts étaient fermes et chauds contre sa peau glacée, et quand elle fut debout à ses côtés, il retira sa veste pour la poser sur ses épaules. « Thomas Verdier », répéta Philippe Martignac d'une voix blanche. Le photographe de guerre, celui qui... Il n'acheva pas sa phrase, mais tout le monde avait compris qu'une histoire les liait, une histoire que Martignac aurait préféré garder enfouie. Hugo s'interposa entre son père et les invités médusés. « Papa, explique-toi, qui est cet homme et pourquoi tu réagis comme ça ?» Emma regardait son mari, cet homme discret qu'elle aimait depuis 8 ans, et réalisait qu'elle ne connaissait qu'une partie de lui. Les zones d'ombre dont elle avait toujours accepté l'existence prenaient soudain une forme concrète et menaçante. « Thomas, » murmura-t-elle, « dis-moi ce qui se passe. » Il ferma les yeux un instant, comme s'il rassemblait son courage, puis se tourna vers l'assemblée. « Il y a 8 ans, j'étais photojournaliste. Je couvrais les conflits au Yémen et en Syrie pour les plus grands magazines. Mon travail consistait à montrer la vérité, même quand elle dérangeait les puissants. » Sa voix était calme, posée, mais Emma percevait la tension qui vibrait sous chaque mot. En 2016, lors d'un reportage à Dubaï, j'ai photographié une réunion entre certains promoteurs immobiliers français et des hommes d'affaires liés à des réseaux de blanchiment d'argent. Sur ces photos, il y avait Philippe Martignac. Un murmure parcourut l'assemblée et Martignac blêmit davantage. Ces photos ont été publiées dans Le Monde, poursuivit Thomas. Elles ont provoqué un scandale qui a mis fin à la carrière politique de M. Martignac et fragilisé son empire immobilier pendant des années. « C'était des mensonges !» explosa Martignac. « Un montage, une cabale orchestrée par mes ennemis politiques. » Les tribunaux n'ont pas retenu cette version, monsieur. Hugo regardait son père avec une expression que Emma connaissait bien, celle d'un enfant qui découvre que ses parents lui ont menti. Cette même expression qu'elle avait eue tant de fois face à Gérard. « Tu m'avais juré que c'était faux », dit Hugo d'une voix brisée. « Tu m'avais promis que ces accusations étaient inventées de toutes pièces. » Audrey s'était rapprochée de son fiancé, son visage parfait déformé par l'incompréhension et l'inquiétude. Le conte de fées virait au cauchemar, et Emma ressentit une pointe de compassion inattendue pour cette demi-sœur qui n'avait rien demandé. « Thomas a reçu des menaces après cette publication, » continua Emma, et sa propre voix la surprit par sa fermeté. « Des menaces suffisamment graves pour qu'il abandonne sa carrière et change de vie. Il ne m'a jamais raconté les détails, mais je sais qu'il a payé le prix de sa vérité. » Elle se tourna vers son père, qui pour la première fois semblait avoir perdu son arrogance. « Pendant que tu me poussais dans cette fontaine pour m'humilier, pendant que tu riais de ma vie modeste, tu ignorais que l'homme à mes côtés avait plus de courage et d'intégrité que tous les gens réunis ici. » Gérard ouvrit la bouche pour répliquer, mais aucun son n'en sortit. Madeleine s'était levée de sa chaise et s'approchait lentement, appuyée sur sa canne. Son visage ridé exprimait une fierté immense, tandis qu'elle regardait sa petite fille. « La vérité finit toujours par éclater, Gérard, » dit-elle à son fils. « Tu peux la noyer, la cacher, l'enterrer sous des années de mensonges, mais elle revient toujours. Regarde ta fille, celle que tu as abandonnée et humiliée. Regarde comme elle se tient droite et digne malgré tout ce que tu lui as fait. » Emma sentit les larmes lui monter aux yeux, mais cette fois ce n'étaient pas des larmes de honte. « Je ne suis pas venue ici pour me venger, » dit-elle. « Je suis venue pour voir ma grand-mère une dernière fois. Mais puisque vous vouliez tous savoir qui nous sommes vraiment, maintenant vous le savez. » L'eau de la fontaine avait trempé sa robe jusqu'à l'os, mais Emma ne tremblait plus. Quelque chose s'était éveillé en elle, une force ancienne qu'elle avait enfouie sous des années de silence et d'acceptation. La veste de Thomas sur ses épaules lui apportait un peu de chaleur, mais c'était le regard de sa grand-mère qui la réchauffait véritablement. Les invités s'étaient figés dans un silence inconfortable, leur coupe de champagne soudain dérisoire entre leurs mains. Certains échangeaient des regards gênés, d'autres fixaient le sol comme s'ils cherchaient une échappatoire, mais personne n'osait partir ni prendre la parole. Gérard tentait de reprendre contenance, lissant nerveusement sa cravate. « Tout cela est ridicule. Cette fille a toujours eu le don du mélodrame. Et maintenant, elle s'associe à un fouilleur de scandale pour gâcher le plus beau jour de sa sœur. » Emma le regarda, cet homme qui avait été son père, et pour la première fois, elle ne ressentit pas la morsure habituelle de la douleur. À la place,
Une clarté nouvelle s'imposait à elle. « Tu veux parler de mélodrame, père ? Alors parlons-en vraiment. » Elle s'avança d'un pas, ses chaussures trempées, laissant des traces sur les dalles de pierre. « Parlons du divorce, quand j'avais 11 ans, et que tu as simplement cessé de m'appeler, de me voir, de te souvenir que j'existais. Parlons des pensions alimentaires jamais versées, qui ont obligé maman à cumuler 2 emplois pour me nourrir et me vêtir. » Sa voix restait calme, presque douce, mais chaque mot portait le poids de 20 années de silence. Parlons des Noëls que j'ai passés seule dans un appartement froid, pendant que tu couvrais Audrey de cadeaux sous un sapin décoré par Véronique. Parlons des études que j'ai dû financer moi-même, des nuits à travailler comme caissière, puis comme aide-soignante pour payer mon loyer. Véronique émit un petit rire méprisant. « Tu ne vas pas nous faire pleurer avec ton histoire de pauvre petite victime, quand même ?» Emma se tourna vers elle avec une sérénité qui déstabilisa la femme. « Je ne cherche pas à faire pleurer qui que ce soit, Véronique. Je raconte simplement la vérité. Cette vérité que vous avez soigneusement cachée à Audrey pendant toutes ces années. » Audrey tressaillit en entendant son nom, et son regard passa de son père à Emma, avec une confusion grandissante. « De quoi elle parle, papa ? Tu m'avais dit qu'Emma et sa mère vous avaient abandonné, que c'était elle qui avait coupé les ponts. » Le silence de Gérard fut plus éloquent que n'importe quel aveu. « C'est faux ?» insista Audrey, et sa voix tremblait maintenant. « Tu m'as menti pendant toutes ces années ?» Emma observa sa demi-sœur, cette femme qu'elle avait enviée et détestée tour à tour, et réalisa qu'Audrey avait grandi dans un mensonge qu'elle n'avait pas choisi. Elles étaient toutes les deux victimes du même homme, chacune à sa manière. « Je ne te demande pas de me croire, Audrey, je te demande simplement de te poser les bonnes questions. Demande-toi pourquoi tu n'as jamais eu de nouvelles de ta grande sœur pendant 20 ans. Demande-toi qui a vraiment coupé les ponts. » Madeleine s'approcha d'Audrey et prit sa main avec douceur. « Ta sœur dit la vérité, ma petite. J'ai essayé tant de fois de te le dire, mais ton père m'interdisait de te voir seule. Il avait peur que tu découvres qui il était vraiment. » Audrey secoua la tête, les larmes ruisselant sur son maquillage parfait. « Je ne comprends pas. Pourquoi inviter Emma alors ? Pourquoi maintenant ?» Gérard serra les mâchoires, acculé. « Pour lui montrer ce qu'elle avait perdu en choisissant sa vie médiocre, cracha-t-il finalement. Pour qu'elle voie ce que la réussite permet quand on fait les bons choix. » Un murmure scandalisé parcourut l'assemblée. Même les amis de Gérard détournèrent le regard, gênés par tant de cruauté exposée au grand jour. Emma sentit Thomas se rapprocher d'elle, sa présence solide et rassurante à ses côtés. « Tu m'as poussée dans cette fontaine pour m'humilier, » dit-elle à son père. « Mais tu as oublié quelque chose d'essentiel. L'eau ne noie que ceux qui ne savent pas nager, et moi j'ai appris à nager dans des eaux bien plus profondes que celle-ci. » Elle se tourna vers les invités pétrifiés. « Ma vie n'est pas médiocre, elle est simplement différente de la vôtre. Chaque nuit, je tiens la main de personnes âgées qui ont peur de mourir seules. Je leur apporte du réconfort quand leurs propres familles les ont oubliées. Cette vie a plus de valeur que tous les châteaux et toutes les robes de créateurs du monde. » Madeleine hocha la tête, les larmes aux yeux. « Voilà ma petite fille, celle dont je serai fière jusqu'à mon dernier souffle. » Le domaine de Chambord-les-Vignes n'avait jamais connu un tel silence. Les oiseaux eux-mêmes semblaient s'être tus, comme si la nature retenait son souffle devant le spectacle qui se déroulait autour de la fontaine baroque. Les invités restaient immobiles, leurs visages figés dans des expressions de malaise et de fascination mêlées. Hugo Martignac se tourna vers son père avec une lenteur délibérée. « Ces photos dont parle cet homme, elles existent vraiment ?» Philippe Martignac passa une main nerveuse dans ses cheveux grisonnants, cherchant visiblement une échappatoire qui ne venait pas. « Hugo, ce n'est pas le moment de discuter de tout cela. Nous sommes au milieu de ton mariage et... Réponds-moi, papa. » La voix du jeune marié avait claqué comme un fouet, et Emma vit le masque de l'homme d'affaires se fissurer pour la première fois. Thomas sortit calmement son téléphone de sa poche et le tendit vers Hugo. « J'ai conservé des copies de tout. Les photos publiées, mais aussi d'autres clichés que je n'ai jamais rendus publics. Des images qui montrent clairement la nature des échanges entre votre père et ces hommes d'affaires douteux. » Hugo prit le téléphone et fit défiler les images, son visage se décomposant à mesure qu'il découvrait la vérité. Audrey s'approcha de lui et regarda par-dessus son épaule, sa robe de mariée immaculée semblant soudain déplacée dans ce décor de révélation.
Mon Dieu, murmura-t-elle. C'est vraiment lui sur ces photos. Philippe Martignac tenta de s'interposer. Ces images sont des montages. Je vous l'ai déjà expliqué 100 fois. Mes ennemis politiques ont payé des experts pour... Arrête, hurla Hugo, et sa voix se brisa sur ce mot. Arrête de mentir, j'en ai assez de tes mensonges. Toute ma vie tu m'as raconté que tu étais victime d'une cabale, que des jaloux avaient voulu détruire ta carrière. Et moi je t'ai cru, comme un imbécile. Emma observait la scène avec un mélange d'émotions contradictoires. La satisfaction de voir la vérité éclater se mêlait à une compassion inattendue pour ces gens dont le monde s'effondrait sous leurs pieds. Gérard tenta une diversion maladroite. Tout cela n'a rien à voir avec le mariage de nos enfants. Nous pouvons régler ces vieilles histoires plus tard et profiter de cette belle journée. Audrey se retourna vers lui avec des yeux remplis de larmes et de colère. Toi aussi tu savais, n'est-ce pas? Tu savais qui était le père de mon fiancé, et tu n'as rien dit. Le silence de Gérard fut une confession en soi. Comment as-tu pu me laisser épouser le fils d'un homme comme lui sans me prévenir? Philippe est un homme d'affaires respecté. Ses ennuis judiciaires sont derrière lui et tu voulais profiter de ses relations et de sa fortune, compléta Madeleine d'une voix glaciale. Comme toujours, Gérard, tu n'as pensé qu'à toi-même. Véronique s'agrippa au bras de son mari, son visage parfait déformé par l'inquiétude. Gérard, fais quelque chose. Tout le monde nous regarde et ce scandale va ruiner notre réputation. Mais Gérard semblait avoir perdu toute combativité. Ses épaules s'étaient affaissées et il regardait sa fille aînée avec une expression qu'Emma ne lui connaissait pas. Hugo rendit le téléphone à Thomas d'un geste brusque et se tourna vers Audrey. « Je suis désolée, je ne peux pas faire ça. » Audrey recula d'un pas, ses yeux s'agrandissant de stupeur. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne peux pas épouser la fille d'un homme qui a couvert les mensonges de mon père. Je ne peux pas construire notre vie sur un tel fondement de tromperie. » Les larmes ruisselaient maintenant librement sur les joues d'Audrey, traçant des sillons sombres dans son maquillage. « Hugo, je t'en prie, je ne savais rien de tout cela. Je suis aussi victime que toi dans cette histoire. » Le jeune homme secoua la tête avec une tristesse infinie. « Je sais que tu n'y es pour rien, mais regarde nos familles. Regarde ce qu'elles sont vraiment. Comment pourrions-nous être heureux avec un tel héritage de mensonges ?» D'un geste lent, Audrey porta les mains à son voile et le retira de ses cheveux. Le tissu délicat tomba au sol comme un linceul blanc sur les rêves brisés de cette journée. « Alors c'est fini, » dit-elle d'une voix sans timbre. « Tout est fini. » Le traiteur avait cessé son service. Les serveurs se tenaient à l'écart avec leurs plateaux intacts et les premiers invités commençaient à s'éclipser discrètement vers le parking. Emma regarda sa demi-sœur effondrée et sentit quelque chose se fissurer dans son cœur. Elle ne s'était pas attendue à ressentir de la peine pour cette femme qu'il avait ignorée toute sa vie. Pourtant, la douleur était là, sincère et troublante. Le trajet du retour s'était déroulé dans un silence pesant, la vieille Clio avalant les kilomètres sous un ciel qui s'était couvert de nuages gris. Emma avait gardé la veste de Thomas sur ses épaules, sa robe bleue encore humide collant désagréablement à sa peau, mais elle ne ressentait plus le froid. Son esprit était ailleurs, rejouant en boucle les événements de cette journée irréelle. Quand ils franchirent enfin la porte de leur appartement de Montreuil, le charroux vint se frotter contre leurs jambes avec des miaulements insistants. Thomas le prit dans ses bras et le caressa distraitement, tandis qu'Emma se dirigeait vers la salle de bain. L'eau chaude de la douche coula longtemps sur son corps, emportant les dernières traces de l'eau glacée de la fontaine. Elle frotta sa peau jusqu'à ce qu'elle devienne rouge, comme si elle pouvait effacer les années d'humiliation en même temps que cette journée. Quand elle sortit enfin, enveloppée dans un peignoir usé mais doux, Thomas l'attendait dans la cuisine avec 2 tasses de thé fumantes. Ils s'assiraient face à face à leur petite table, celle qui avait accueilli tant de repas simples et de conversations à voix basse après les gardes de nuit d'Emma. « Je te dois des explications », commença Thomas, et sa voix portait le poids d'un secret gardé trop longtemps. Emma posa sa main sur la sienne. « Tu ne me dois rien si tu n'es pas prêt à en parler. »« Non, il est temps. Tu mérites de savoir qui tu as épousé vraiment. » Il but une gorgée de thé, rassemblant ses pensées, puis son regard se perdit quelque part au-delà des murs de leur cuisine. Pendant 10 ans, j'ai photographié les guerres et les crises humanitaires aux 4 coins du monde. J'ai vu des choses qu'aucun être humain ne devrait voir, des horreurs qui me réveillent encore certaines nuits,
Mais je croyais que mon travail avait un sens, que montrer la vérité pouvait changer les choses. Emma écoutait sans l'interrompre, comprenant enfin ces nuits où elle le surprenait à fixer le vide avec des yeux hantés. L'affaire Martignac a tout changé. Ces photos que j'ai prises à Dubaï ont révélé des liens entre des politiciens français et des réseaux de blanchiment d'argent. J'ai reçu des menaces de mort. Ma voiture a été incendiée. Quelqu'un s'est introduit dans mon appartement pour saccager mes archives. Sa main tremblait légèrement autour de sa tasse. J'ai compris que certaines vérités étaient trop dangereuses, que j'avais atteint une limite au-delà de laquelle je ne pouvais plus avancer sans y laisser ma vie. Alors j'ai tout quitté. J'ai changé de nom, de carrière, d'existence entière. Et tu m'as rencontré, murmura Emma. Un sourire doux éclaira le visage de Thomas. Je faisais un reportage sur les soignants de nuit pour un petit magazine local, une commande sans importance. Mais quand je t'ai vu tenir la main de cette vieille dame à 3 heures du matin en lui chantant une berceuse, j'ai su que j'avais trouvé quelque chose de vrai. Emma sentit les larmes lui monter aux yeux. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit de tout cela? Parce que j'avais honte. Honte d'avoir fui. Honte d'avoir eu peur. Honte de ne plus être l'homme courageux que j'avais cru être. Et puis j'avais peur de te mettre en danger si quelqu'un découvrait où je me cachais. Elle serra sa main plus fort. Tu n'as pas fui, Thomas. Tu as choisi de vivre. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse. Ils restèrent ainsi un long moment, leurs doigts entrelacés sur la table, pendant que la nuit tombait doucement sur Montreuil. Le lendemain matin, le téléphone d'Emma sonna, alors qu'elle préparait le café. Un numéro inconnu s'affichait sur l'écran, et elle hésita avant de décrocher. « Emma ?» C'est Audrey. La voix était méconnaissable, enrouée par les larmes et l'épuisement. « Je voudrais te voir, si tu acceptes. Il y a des choses que j'ai besoin de comprendre, des choses dont nous devons parler toutes les deux. » Emma regarda Thomas qui hocha imperceptiblement la tête. « D'accord, je peux te retrouver cet après-midi dans un café près de chez moi. » Quand elle raccrocha, ses mains tremblaient légèrement. Mais ce n'était plus de peur ni de colère. C'était l'appréhension de quelqu'un qui s'apprête à ouvrir une porte longtemps fermée. 3 heures plus tard, Emma poussa la porte du café des Lilas et aperçut immédiatement Audrey installée dans un coin discret. Sans maquillage et vêtue d'un simple jean et d'un pull noir, sa demi-sœur semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Quand leurs regards se croisèrent, Audrey se leva et fit quelque chose qu'Emma n'aurait jamais imaginé. Elle la serra dans ses bras, en murmurant des excuses entrecoupées de sanglots. Puis elle lui tendit une enveloppe froissée. « Grand-mère m'a donné ça pour toi ce matin. Elle dit que c'est l'heure que tu saches. » Emma fixa l'enveloppe entre ses mains, reconnaissant immédiatement l'écriture tremblante, mais soignée de sa grand-mère. Son prénom y était tracé avec cette encre bleue que Madeleine utilisait depuis toujours, celle qui sentait légèrement la violette quand on approchait le papier de son visage. Audrey s'était rassise en face d'elle, les yeux encore rougis, mais le regard étrangement apaisé. « Je ne sais pas ce qu'elle contient. Grand-mère a insisté pour que tu sois la première à la lire. Elle m'a simplement dit que tu comprendrais quand le moment serait venu. » Emma glissa son doigt sous le rabat et en sortit plusieurs feuillets couverts d'une écriture serrée, ainsi qu'une petite clé en laiton dont elle ne reconnut pas l'usage. Elle commença à lire tandis qu'Audrey commandait 2 cafés au serveur qui passait près de leur table. « Ma chère Emma, si tu lis cette lettre, c'est que la vérité a enfin éclaté au grand jour. Je savais que ce moment viendrait. Je l'attendais depuis si longtemps. Et je regrette seulement de ne pas avoir eu le courage de le provoquer moi-même plus tôt. » Les mots de Madeleine coulaient sur le papier comme une confession longuement mûrie. Ton père n'a pas toujours été l'homme que tu connais aujourd'hui. Quand il était enfant, il était doux et rêveur. Il adorait les animaux et passait des heures à dessiner dans son cahier. Mais la vie l'a durci, et surtout son propre père l'a brisé à force de critiques et d'exigences impossibles. Je n'excuse rien de ce qu'il t'a fait. Je veux simplement que tu comprennes que la cruauté s'hérite parfois comme une maladie. Emma sentit sa gorge se serrer, mais elle poursuivit sa lecture. J'ai essayé de maintenir le lien avec toi après le divorce, mais Gérard me l'a interdit. Il menaçait de me couper de Audrey si je te voyais en secret. Alors j'ai fait ce que j'ai pu dans l'ombre. L'argent que ta mère recevait parfois dans une enveloppe anonyme, c'était moi. Les petits cadeaux qui arrivaient pour ton anniversaire sans carte d'expéditeur, c'était moi aussi. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, même quand je ne pouvais pas te le montrer. Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues d'Emma,
et Audrey lui tendit une serviette en papier sans dire un mot. La clé que tu tiens ouvre un coffre dans ma maison de Chartres, celui qui se trouve dans le bureau sous la fenêtre. À l'intérieur, tu trouveras des albums photos de ton enfance que j'ai sauvés quand ton père voulait tout jeter. Tu trouveras aussi des lettres que je t'ai écrites pendant toutes ces années sans jamais oser les envoyer. Et surtout, tu trouveras un manuscrit. Emma releva les yeux vers Audrey. Un manuscrit ? Sa demi-sœur haussa les épaules avec un demi-sourire triste. Continue de lire, je suis aussi curieuse que toi. Ce manuscrit raconte ma propre histoire, celle d'une femme de ma génération qui a survécu à un mariage difficile avec un homme violent. J'y parle des coups, des humiliations, des années où je souriais en public pendant que je cachais mes bleus sous des manches longues. J'y parle aussi de la façon dont je me suis reconstruite, de la force que j'ai trouvée en moi quand je croyais n'en avoir plus aucune. Emma porta la main à sa bouche, bouleversée par cette révélation. Je n'ai jamais osé publier ce livre de mon vivant, par honte peut-être, ou par peur du regard des autres. Mais toi, ma petite Emma, tu as cette force que je n'ai jamais eue. Tu as su te tenir debout dans cette fontaine et dire ta vérité au monde entier. Alors je te confie mon histoire. Fais-en ce que tu voudras. Publie-la si tu penses qu'elle peut aider d'autres femmes, ou garde-la pour toi comme un héritage secret entre nous. La lettre se terminait par quelques lignes qui firent définitivement céder les barrières qu'Emma avait érigées autour de son cœur. Tu portes en toi une lignée de femmes fortes, des femmes invisibles qui ont survécu dans l'ombre et transmis leur courage de génération en génération. Tu n'as pas besoin de château ni de robe de créateur pour être remarquable. Tu l'es déjà. Tu l'as toujours été. Et je suis fière d'être ta grand-mère. Avec tout mon amour, Madeleine. Emma replia la lettre avec des gestes lents et la serra contre son cœur. Audrey tendit la main par-dessus la table et prit celle de sa sœur. Je voudrais la connaître, cette femme dont parle grand-mère. Cette sœur que j'aurais dû avoir depuis le début, si tu veux bien me donner une chance. Emma regarda cette main tendue, hésita un instant, puis la serra doucement. Je crois que grand-mère aurait aimé ça. 6 mois avaient passé depuis le mariage interrompu. 6 mois durant lesquels la vie d'Emma s'était transformée d'une manière qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. L'automne avait cédé la place à l'hiver, puis le printemps était revenu avec ses promesses de renouveau, et chaque saison avait apporté son lot de guérisons silencieuses. Le documentaire de Thomas, celui qu'il avait intitulé « Les Veilleurs », venait d'être diffusé sur Arte un mardi soir de mai. Emma l'avait regardé blotti contre son mari sur leur canapé de Montreuil, le charroux ronronnant sur ses genoux, et elle avait pleuré en se découvrant à l'écran. Thomas l'avait filmé pendant ses gardes de nuit à l'EHPAD des Glycines, captant ces moments de grâce invisible que personne ne voyait jamais. Ses mains qui tenaient celles des résidents effrayés par l'obscurité, sa voix qui murmurait des berceuses aux insomniaques, son sourire fatigué mais sincère à 5 heures du matin quand l'aube commençait à poindre. Le film était sobre, pudique, lumineux, et il racontait la beauté des gestes ordinaires, accomplis par des gens extraordinaires. Les messages avaient commencé à affluer dès le lendemain de la diffusion. Des soignants de toute la France qui se reconnaissaient dans son portrait, des familles qui remerciaient enfin ces travailleurs de l'ombre, des femmes surtout qui lui écrivaient pour partager leurs propres histoires de résilience et de renaissance. Pour la première fois de sa vie, Emma se sentait vue, non pas pour ce qu'elle n'avait pas, mais pour ce qu'elle était vraiment. Madeleine était partie doucement 3 semaines avant la diffusion, dans son lit de la maison de Chartres, entourée de ses 2 petites filles réconciliées. Emma lui avait lu les derniers chapitres de son manuscrit à voix haute pendant ces derniers jours, et sa grand-mère avait souri en entendant ses propres mots prendre vie dans la bouche de celle qu'elle aimait tant. « Tu vas le publier, n'est-ce pas ?» avait murmuré Madeleine dans un souffle. « Je te le promets, grand-mère. » Et Emma avait tenu sa promesse. Le livre était sorti 1 mois plus tard chez un petit éditeur indépendant qui avait été bouleversé par le manuscrit. Les femmes invisibles portaient le nom de Madeleine sur la couverture, avec une préface signée Emma, et les critiques l'avaient accueilli comme un témoignage poignant sur la condition féminine d'une génération oubliée. Gérard n'avait jamais repris contact, et Emma avait fini par accepter que certaines blessures ne se referment pas avec des excuses qui ne viennent jamais. Elle avait appris à porter cette absence comme une cicatrice ancienne, présente mais plus douloureuse. Audrey, en revanche, était devenue une présence régulière dans sa vie.
Leur relation se construisait lentement, prudemment, comme une maison qu'on bâtit sur des fondations neuves après avoir démoli l'ancienne. Elles se retrouvaient pour des cafés, des promenades, des conversations où elles rattrapaient 20 années de silence, et parfois, elles riaient ensemble de cette fontaine qui les avait finalement réunies. Un soir de juin, alors que la chaleur de l'été commençait à envelopper Paris, Thomas et Emma dînaient sur leur petit balcon qui donnait sur les toits de Montreuil. Un deuxième chat avait rejoint leur famille, un chaton noir et blanc qu'ils avaient baptisé Fontaine, avec une ironie tendre. Thomas servit le vin et leva son verre vers le ciel qui rosissait. « Tu sais ce qui me frappe le plus quand je repense à tout ça ?» Emma tourna la tête vers lui, attendant la suite. « Ce jour-là, quand ton père t'a poussé dans l'eau, il pensait t'humilier définitivement, te briser devant tous ces gens. Mais c'est exactement le contraire qui s'est produit. » Elle sourit doucement en repensant à cette femme trempée qui s'était relevée dans la fontaine baroque, cette femme qui ne savait pas encore qu'elle portait en elle une force héritée de générations de survivantes. « L'eau ne noie que ceux qui ne savent pas nager », murmura-t-elle en reprenant ses propres mots de ce jour-là. Thomas posa sa main sur la sienne. « Tu regrettes d'y être allé, à ce mariage ?» Emma contempla leur appartement modeste mais chaleureux, les photos de voyage sur les murs, les livres empilés dans les coins, la vie simple et vraie qu'ils avaient construite ensemble. Puis, elle pensa à Madeleine, à son manuscrit publié, à Audrey qui l'appelait désormais chaque semaine, à tous ces messages de femmes qui lui disaient que son histoire leur avait donné du courage. « Non, je ne regrette rien. Cette fontaine m'a réveillée, Thomas. Elle m'a rappelé qui j'étais vraiment et d'où je venais. » Le soleil disparut derrière les toits de Paris, laissant le ciel s'embraser d'orange et de rose. Emma ferma les yeux et inspira profondément l'air tiède de cette soirée d'été. Elle était enfin chez elle, dans sa propre vie, et c'était exactement là qu'elle avait toujours voulu être.